dirais que je suis déjà en live. Ah bah oui, je suis en live. Alors, je suis en avance. Qu'est-ce qui se passe? C'est assez rare, hein? Je vous laisse le temps d'arriver parce que voilà, je suis vraiment en avance aujourd'hui. On va prendre ça comme un normal, tout à fait normal. Donc, je vous laisse le temps d'arriver et puis faites-moi un petit coucou tout de suite en arrivant. Dites-moi où vous êtes, d'où est-ce que vous m'écoutez. Euh, Chez vous, j'imagine, mais dans quel pays, quel coin du monde, quelle ville, quelle, quelle région, quel temps il fait chez vous. C'est super important de connecter et puis de voir jusqu'où est-ce qu'on est capable de se rejoindre les uns avec les autres. Donc, mon ordinateur est un petit peu lent. Vous excuserez si la connexion n'est pas la meilleure aujourd'hui. J'ai aussi mis mes écouteurs. J'espère que le son est bon. Donc, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Et puis, aujourd'hui, j'ai envie que ce soit interactif. Bah, j'essaye toujours de faire en sorte que ce soit interactif, mais j'aimerais que vous me disiez de quoi vous voulez qu'on parle aujourd'hui. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet du jour? Je me suis totalement, comment dire, laissée embarquer dans l'énergie du cœur, on va dire comme d'habitude en fait, hein. Je suis quelqu'un de très spontané. Puis d'habitude, je prépare pas vraiment mes sujets du lundi midi. Je me laisse aller avec qu'est-ce qui est présent pour moi, qu'est-ce que je sens qui est présent dans l'énergie. Alors j'ai comme d'habitude mon petit cartable de kiné, mon petit, c'est presque une métaphore, là, ça ne marche pas, il n'est pas petit, il est énorme, mon cartable de kiné. Puis je suis encore en train de l'améliorer. Donc j'ai mon cartable de kiné pour sortir des données de kiné si c'est ça qui est là, qui est nécessaire. Puis j'ai aussi pris un oracle avec moi, un oracle que j'aime beaucoup. C'est l'oracle du chaman mystique. Alors, on va voir où est-ce que ça nous emmène aujourd'hui. Je me demande si j'ai déjà tiré des cartes de cet oracle avec vous. J'en suis pas sûre. Si c'est là, c'est que ça a besoin d'être là. Moi, c'était des énergies chamaniques que je sens en ce moment. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un petit soin au tambour. C'était il y a 2 semaines. C'était pas la semaine dernière, je pense. Je ne sais plus. J'ai perdu la notion du temps. Donc, c'était peut-être il y a 2 semaines. Euh, vous irez le revoir parce qu'il y a toujours des replays, évidemment. Et je vais vous laisser le temps d'arriver. Donc, je suis déjà partie à parler. Puis, je voudrais juste être certaine que vous m'entendez bien. Je vais regarder si je vois des commentaires. Ah, ben si! Oh, mon Dieu, j'avais pas vu tous les commentaires qu'il y avait. Alors, génial. Coucou Fanny, coucou Isa, coucou Annie, coucou Lucie, coucou Nicole, coucou Stéphanie, recoucou. Ah, ben il y a plein de monde aujourd'hui, génial. Bon, bah, dites-moi un petit peu de quoi vous voulez qu'on parle. C'est quoi le sujet qui vous préoccupe en ce moment? C'est quoi sur quoi vous voulez de l'information? J'avais pas vu les commentaires. C'est bizarre, hein? Je suis super contente parce qu'en plus, là, il y a plein de monde de mon super groupe de Liberta Magie. Coucou Patricia. Bon, bah, c'est cool. Alors, c'est que des gens que je connais dans la vraie vie ou presque. Des gens, des belles âmes qui sont avec nous dans Liberta Magie ou dans le programme de formation thérapeute coach holistique, euh, qui est merveilleux, qui est un groupe merveilleux, un groupe professionnel, hein, on s'entend. C'est pas comme Liberta Magie, c'est pas que c'est pas professionnel ce qu'on fait dans Liberta Magie, mais Liberta Magie, c'est plus dans un but de développement personnel et spirituel pour éventuellement devenir thérapeute ou coach holistique, ou en tout cas pour aller chercher des compétences qui peuvent être utiles dans un cadre d'accompagnement, de relation d'aide à la personne. Alors,
Isabelle, toi, tu veux qu'on parle de la nuit noire de l'âme. Patricia, lol, dans la vraie vie, une des matrices, ouais, c'est ça. Isa, on va parler de la nuit noire de l'âme. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, les autres? Dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose que vous avez déjà traversé. Moi, oui, j'ai déjà traversé, donc je peux en parler, ça va me faire plaisir. Ici, tu connais ça ou tu t'en as entendu parler ou ça t'intéresse? Alors, la nuit noire de l'âme, je vais vous laisser commenter un petit peu pour voir à quel point vous êtes intéressé par ce sujet. Comme Isa a été la première à le mentionner, je vais honorer son besoin. Puis, si ça vous parle aussi, bah, c'est merveilleux. Alors, la nuit noire de l'âme, qu'est-ce que c'est? La nuit noire de l'âme, c'est une déconnexion de soi pour retourner vers une reconnexion à sa vraie nature. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué vu comme ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on traverse une nuit noire de l'âme, ça ressemble à une dépression. Ça ressemble à une dépression profonde, à une perte de sens, à quelque chose de très douloureux, de très souffrant, qui en fait nous amène à reconnecter profondément, non pas à qui on est vraiment, ben oui, mais à un niveau encore plus profond, à un niveau encore plus profond. C'est vraiment profond, la mémoire de l'âme. Cathy, mais Cathy, j'avais pas vu que tu étais là, génial. Alors, bon, vaguement, yes, non, essaye d'en sortir. Annick, toi, tu essayes d'en sortir, je crois. Mais j'aimerais beaucoup, ici, je ne connais rien, mais je suis intéressée. Ok, ouais. Bon, alors en fait, c'est ça. Ça ressemble à une dépression. C'est un moment où on est en crise existentielle, en fait, mais on est en crise profonde. C'est-à-dire que notre âme, c'est un peu un moment de... Comment est-ce que je peux dire ça? C'est un peu un moment où ça passe ou ça casse. Donc, on se demande, en fait, c'est une première étape pour retrouver le sens de sa raison d'être, pour retourner dans qui on est réellement. Et c'est le meilleur moment pour casser tous les schémas, tous les conditionnements dans lesquels on a grandi, dans lesquels on a évolué. Alors moi, je vais vous parler un peu de la mienne, parce que finalement, je pense que c'est un peu... Je pense que le mieux, c'est de parler de mon expérience. Puis vous verrez si vous avez déjà vécu quelque chose de similaire. Hein. Je ne le souhaite pas parce que c'est douloureux, mais beaucoup de Jessica, Patricia, toi aussi, tu l'as vécu. Bon, donc il y a un avant puis il y a un après. Mais le moment où on le passe, c'est le moment le plus difficile parce qu'en fait, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être soutenu et généralement, on a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ça. Et il y a une sorte de clivage, de déconnexion qui se passe avec l'entourage et la vie actuelle, la vie dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tout, d'un seul coup, en fait, plus rien ne fait de sens. Donc, on n'arrive pas à partager avec notre entourage ce qu'on vit parce qu'on se met à se poser plein de questions, puis on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est aussi mal que ça. Puis notre entourage va peut-être se mettre à juger ce qu'on vit parce qu'ils vont se dire ah, mais tu as tout pour plaire, tu as tout pour être heureuse, pourquoi tu es malheureuse? C'est pas compréhensible. Il n'y a rien de mal en apparence. Et pourtant, à l'intérieur, c'est une souffrance extrêmement profonde. Alors, j'ai dit que j'allais parler de la mienne. C'est pas l'expérience la plus facile que j'ai vécue, loin de là. Mais comme je l'ai dit tantôt, il y a un avant, il y a un après. Alors la mienne, je l'ai vécue en 2016. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'année de mes 30 ans. J'ai eu d'abord plusieurs moments d'éveil spirituel, de petits éveils, de petites prises de conscience, de petites crises existentielles que j'ai vécues. J'en ai vécu pas mal. Je dirais depuis que j'ai 10 ans, j'ai vécu plein de petites crises existentielles. Mais la première crise que j'ai vécue, la première crise spirituelle que j'ai vécue, c'était quand j'avais 15 ans, parce que ma meilleure amie est décédée. Et donc à 15 ans, moi j'ai été élevée dans la religion catholique, donc je croyais en Dieu, enfin en tout cas je pensais que je croyais en Dieu. Et puis j'allais à l'église tous les dimanches. Et quand ma meilleure amie est décédée, j'ai fait non, j'arrête tout, j'arrête de croire en Dieu, c'est pas possible, Dieu ne doit pas exister parce que si Dieu existait, il n'aurait pas fait mourir mon amie qui avait seulement 14 ans. Donc là,
mon champ s'est ouvert, j'ai commencé à lire sur la réincarnation, j'ai commencé à lire sur le bouddhisme, j'ai commencé à chercher des réponses à mes questions d'un point de vue spirituel. Donc ça, c'était comme la première intervention divine pour ouvrir ma conscience. Puis, bon, la vie continue, la vie continue, la vie continue. Je me mets en couple relativement jeune, donc j'avais 18 ans quand j'ai rencontré mon premier conjoint, en tout cas le premier conjoint sérieux, avec qui je suis restée 12 ans. Et peu de temps avant mes 30 ans, on est venu au Québec ensemble, hein, parce que, voilà, vous le savez, je suis française. Je suis venue au Québec avec lui. Et peu de temps avant mes 30 ans, grosse crise existentielle. Genre, j'étais pas heureuse au boulot, ça allait pas dans mon couple. Il n'y avait rien qui allait bien. J'avais plein de maladies que les médecins me disaient que j'étais juste... euh, que c'était psychosomatique, là. Donc, on me donnait plein de médicaments, plein de trucs, puis il n'y avait rien, ça ne changeait rien. Je consultais en naturopathie, je consultais en ostéopathie, mais j'étais pas tellement ouverte. Enfin, c'est pas que j'étais pas ouverte, là, je croyais à plein de trucs, j'essayais plein de trucs, mais j'avais pas encore eu de vrai éveil de conscience à l'énergie et à la spiritualité telle que je le vis maintenant. Et ben, finalement, comme j'allais vraiment pas bien, ben, j'ai tout foutu en l'air, c'est-à-dire j'ai rompu avec mon mec de l'époque. Et je suis retournée vivre en colocation avec des gens un peu plus jeunes que moi sur le plateau Mont-Royal, dans un grand appartement. Mais bon, comme j'étais toute seule, j'étais une femme seule à 30 ans qui travaillait à temps partiel. J'avais pas vraiment beaucoup de moyens financiers. Et bah, je me suis mise à beaucoup sortir puis à faire la fête. Puis en sortant, parce que j'avais pas vécu vraiment de crise, enfin, dans la vingtaine, disons que j'étais pas vraiment sortie, puis j'avais pas vraiment fait la fête, puisque j'étais déjà en couple, et puis j'avais déjà une vie super rangée, on va dire. Donc à 30 ans, je pète ma crise, j'ai envie de tout tester, j'ai envie de tout essayer, je sors toutes les semaines, tous les jours, presque tous les soirs. Je m'inscris, je danse le swing, je vais jouer du ukulélé dans les bars, enfin bref. C'était la Lucie en mode gros party. Et puis un jour, je rencontre un homme qui me fait un peu un genre de... Je le vois, puis là, je me dis, oh my God, c'est l'homme de ma vie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vécu ça. J'ai jamais eu ce feeling-là avec quelqu'un. Puis là, je me suis mise à devenir folle. Parce qu'évidemment, le gars, il s'intéressait pas du tout à moi. Donc, je me suis mise à lui courir après, comme une désespérée. Puis en fait, il m'avait pas laissé son contact. J'avais presque aucune information sur lui. Et là, mon cheminement spirituel a vraiment commencé. Je dirais que là, ça a ouvert une porte, mais genre, tout ce que je pensais de la vie était faux. Tout ce que je pensais de la vie était remis en question. Donc, nouvellement célibataire, j'avais envie de m'amuser, mais j'avais aussi envie de vivre une vie pleine de sens, puis de connexion. J'avais vraiment un désir de connecter profondément avec les gens, puis je trouvais que mes amitiés, euh, celles qui étaient superficielles, ne me convenaient pas parce que je suis quelqu'un qui est assez intense, dans le sens où quand je suis amie avec quelqu'un, tu es amie avec moi pour la vie, puis même si on ne se donne pas de nouvelles pendant 3 ans, si nos cœurs ont connecté, je serai toujours là pour toi. Puis ben, mes amis, il y avait des va-et-vient, puis quand je rencontre cet homme-là, puis que je commence à parler de ce que je ressens, on commence à me prendre pour une folle en me disant, mais de toute façon, Lucie, ça sert à rien, tu te prends la tête, il sera jamais là pour toi, tu vois bien qu'il n'a pas d'intérêt pour toi, pourquoi est-ce que tu continues à lui courir après? Et moi, j'étais comme, j'en fais pas exprès, là, c'est pas que je veux pas, je veux bien arrêter de lui courir après, mais j'ai l'impression qu'il m'a jeté un sort, puis j'ai l'impression que je suis complètement je suis ébahie, en fait, devant cette personne. Et j'étais plus la même personne. Et puis bon, finalement, on a une sorte de petite aventure, mais qui ne dure pas vraiment longtemps. C'est, disons, de quoi satisfaire un peu mon besoin de connexion avec lui. Puis il disparaît de ma vie. Donc pendant un an, j'ai couru après quelqu'un qui n'était pas disponible pour moi, mais qui m'a ouvert dans des champs de conscience très intenses. C'est-à-dire, quand il est parti de ma vie,
c'est un peu comme si ça s'était tout écroulé, tout effondré. Puis là, je me suis dit, mais c'est pas possible de ressentir un amour aussi intense pour quelqu'un que je ne connais pas. Puis là, je me suis mise à chercher un petit peu, puis sur Internet, hein, évidemment. Et je commence à poser des questions à des thérapeutes que je côtoyais. Donc, je voyais une hypnothérapeute, je voyais un kinésiologue à l'époque. Puis, on me dit, bah oui, tu as rencontré ta flamme jumelle. Là, je fais, quoi? C'est quoi ça, une flamme jumelle? C'est quoi ce truc? Donc là, je vais chercher sur Internet, flamme jumelle, qu'est-ce que c'est? Puis là, je commence à lire des tas et des tas de témoignages. On était en 2016, donc c'est pas comme maintenant, hein. On trouvait de tout et de n'importe quoi. Je pense que c'est encore le cas. On trouve encore de tout et de n'importe quoi. Et là, ce terme flamme jumelle a comme ouvert une étincelle en moi. Puis là, je me suis dit, mais si c'est ça la vie, ça veut dire que le divin existe vraiment. Puis ça veut dire que, en fait, cette personne-là, elle est là sur mon chemin pour venir me faire des prises de conscience. La prise de conscience principale que j'ai eu à faire avec lui, c'était arrête de choisir l'autre et choisis-toi, toi. Puis lui, il me l'a fait savoir rapidement parce qu'il a disparu de ma vie, ce qui fait que je ne pouvais plus le courir après. Il a vraiment fallu que je me choisisse moi, puis que je fasse. C'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement envers moi pour aller comprendre qui j'étais profondément. Je me suis inscrite au Reiki peu de temps après sa rencontre parce que lui, il en faisait, puis bah, je ne connaissais pas ça. Donc je me suis dit, je vais tester qu'est-ce que c'est, parce que lui, il était ouvert aux énergies. Évidemment, c'était quelqu'un d'extrêmement spirituel. Donc, c'est lui qui m'a un peu initiée à cette ouverture de conscience que je vis présentement. Et je me suis inscrite au Reiki. Puis après ça, la vie m'a mis plein de petits obstacles sur mon chemin et un gros obstacle, en fait. Avant que je me mette au Reiki, d'ailleurs, hein, dans la même année 2016, j'ai vécu une agression. Donc ça a été le moment le plus difficile de ma vie, je pense, parce que j'ai cru que je mourrais. Donc j'ai cru que j'étais en train de mourir quand ça s'est passé. Et mon âme est sortie de mon corps. Et bah, là, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la scène, mais j'avais mon corps humain, mon corps physique, et j'avais ma conscience qui était au-dessus, qui voyait ce qui se passait. Puis là, je me suis dit, mais si je peux me voir de haut, ça veut dire que je ne suis pas mon corps. Et bon, après, bref, je vous passe les détails parce que c'était vraiment une expérience violente, là. Ça m'a pris plusieurs mois, années, en fait, pour vraiment comprendre le sens de cette expérience-là. Puis, en fait, ça a été le point de démarrage de tout ce que j'ai vécu. C'est comme si ça venait me mettre, en fait, ça venait enrober finalement les prises de conscience que j'avais à faire pour pouvoir transmettre mes enseignements comme je le fais maintenant. Donc, quand mon âme, elle est sortie de mon corps, ben, pendant plusieurs mois, j'ai vécu avec mon âme à côté de moi parce que mon âme, elle était tellement traumatisée, de l'incarnation, d'être en vie dans un corps physique qui était le mien, qui était si abîmé par la vie qu'elle ne voulait plus revenir. Et c'est là que j'ai traversé en fait la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est que mon âme, elle ne voulait plus venir s'incarner dans mon corps. Donc, elle était à côté de moi, mais elle n'était plus en moi. Donc la nuit noire, c'est quand l'âme, elle veut plus être là. L'âme ne veut plus être là. Elle ne veut plus être là. Il n'y a pas d'autre mot. Les médecins que j'allais voir, donc j'ai été suivie en clinique à l'époque à la clinique des agressions sexuelles de Montréal. Puis on me disait, mais est-ce que vous voulez vous suicider? Puis là, je lui disais, mais vous ne comprenez pas en fait. Je suis déjà morte à l'intérieur. J'ai pas envie de me suicider, je suis déjà morte. J'ai l'impression que mon âme est plus là. C'était le cas. Et j'avais un peu comme une double vie à ce moment-là parce que je ne pouvais plus vivre normalement. Et j'ai été mise en arrêt de travail parce que c'était tellement violent ce que j'avais vécu que j'ai été suivie en psychothérapie. Puis on m'a déclaré en syndrome de stress post-traumatique. Et en fait, c'est pendant cette période-là de syndrome de stress post-traumatique que j'ai commencé à comprendre c'était quoi le cheminement que mon âme était venue faire sur Terre. Puis pourquoi est-ce qu'elle avait eu besoin de passer par autant de souffrance, par autant de violence, par autant d'abus, par autant de souffrance, on va dire ça comme ça, hein, je ne vais pas utiliser d'autres mots.
pour reprendre son pouvoir, puis pour décider qu'elle avait envie de rester avec moi, dans mon corps. Donc j'ai dû faire beaucoup de thérapie, beaucoup de prise de conscience pour dire à mon âme de revenir, pour lui dire: «OK, j'ai compris, tu souffres, mais maintenant j'ai compris le sens de ta souffrance et j'ai décidé de t'amener à un autre niveau». Puis j'ai décidé, c'est à partir de ce moment-là, en fait, entre 2016 et 2017, que j'ai décidé en fait de changer de voie professionnelle. Donc j'ai quitté un emploi de directrice d'une maison d'édition. De toute façon, je ne pouvais pas revenir en arrière, en fait, parce qu'après avoir vécu ça, c'était hors de question que je retourne dans le monde normal, parce que j'avais déjà vécu un éveil spirituel. Mon âme était sortie de mon corps. Je savais que je n'étais plus un corps et je savais en fait que finalement, l'âme, ça existait, puisque j'avais vécu cette sortie de conscience, cette, cette grande expansion de conscience en fait. Et donc, j'ai entamé un cheminement spirituel sur moi en entamant des formations thérapeutiques pour devenir coach, pour devenir thérapeute. Parce qu'en fait, finalement, l'hypnothérapeute que je voyais et le kinésiologue appliqué que je voyais à l'époque m'ont dit: «Mais Lucie, tu as des aptitudes à aider d'autres personnes, pourquoi est-ce que tu ne deviens pas thérapeute?» Moi, à l'époque, j'étais éditrice, hein, donc j'étais comme: «Bah, c'est vrai qu'il y a des auteurs avec qui je travaille, qui adorent travailler avec moi parce qu'ils me trouvent sensible, parce qu'ils me trouvent que je suis pertinente, enfin, que je les aide à aller chercher leurs émotions pour les écrire sur papier, puis à les aider, je les aidais à accoucher de leur projet, quoi, parce que je les aidais à publier leurs livres. Mais ça m'était jamais venu à l'idée de me dire, ben non, je vais devenir thérapeute. Je ne me voyais pas vraiment comme thérapeute. Puis je disais à mon kinésiologue, ben, le truc, c'est qu'il y a tellement de choix de formation. J'ai pas envie de faire 10 ans de doctorat pour être psychanalyste ou n'importe quoi comme ça. Je sais pas trop quoi prendre comme formation. Je me disais peut-être la naturopathie, mais ça me parlait pas tant que ça. Euh, Puis en fait, l'hypnose m'avait beaucoup, beaucoup aidée. Donc je me suis dit, hey, je vais apprendre l'hypnose. Puis en fait, parce que l'hypnose m'a vraiment beaucoup aidé à reprogrammer mon mindset, à reprogrammer mon mental. Et puis en fait, c'est comme ça que j'ai pu rentrer en connexion directe avec mon âme. C'est par le biais de l'hypnose que je pouvais connecter avec mon âme et lui parler. Donc c'est comme ça que j'ai pu lui dire, quand j'étais dans des trans hypnotiques, que je pouvais lui dire, ben en fait maintenant j'aimerais bien que tu reviennes, que tu reconnectes avec moi, parce que ben, moi j'ai besoin de toi pour vivre. Si tu n'es pas dans mon corps, si tu n'es pas avec moi, je n'ai pas l'impression d'être vivante. Et je suis sur Terre, j'ai envie de tirer le meilleur parti de cette expérience, c'est-à-dire maintenant j'ai compris, j'ai souffert, etc., etc. Je veux que ça serve je veux que ça puisse servir à d'autres personnes. Donc j'étais un peu dans un mode dénonciation, justice sociale. J'ai été en mode, il faut absolument que les gens sachent ce que c'est que le consentement. J'étais tellement en mode go, on va manifester, puis on va crier à quel point la femme n'est pas respectée, que j'étais encore dans une énergie de lutte et de dualité et de résistance. Donc, c'était pas tout à fait. C'était un chemin pour arriver là où je suis aujourd'hui, mais c'était pas la vérité. Il y a encore plein d'autres étapes par lesquelles je suis passée après. Mais finalement, j'ai réussi à réintégrer mon âme dans mon corps. J'ai trouvé des formations qui m'intéressaient, donc notamment le Reiki. Ça a commencé doucement avec ça. Puis j'ai fait ensuite plusieurs tests, j'ai fait plusieurs essais de formation. Puis en fait, celle qui m'a le plus parlé, c'était ma formation en hypnose qui était donnée par ma formatrice en kinésiologie holistique. Parce que là, j'ai découvert la kinésiologie holistique qui était différente de la kinésiologie appliquée. Donc moi, quand je suis allée voir mon kinésiologue en lui disant je vais apprendre la kinésiologie holistique, il m'a dit mais c'est quoi ça? J'étais comme ah toi tu connais pas non plus. Donc finalement, je lui ai expliqué ce que c'était que la kinésiologie holistique. Puis il m'a dit ok oui c'est une très bonne voie de découverte de conscience de soi. C'est évidemment un outil pour pouvoir aider les autres personnes, mais d'abord, pourquoi est-ce que j'ai fait ces formations-là? C'était pour moi, c'était pour m'aider moi. Et parce que je savais que je ne pourrais plus fitter dans le monde traditionnel du travail. Moi, là, c'était hors de question que je retourne travailler avec des patrons, que je retourne travailler avec des gens qui m'exploitaient. C'était hors de question, en fait. C'était non négociable que je retourne travailler pour quelqu'un d'autre. Donc,
J'ai repris mes études très, très sérieusement, pour moi dans un premier temps, mais en ayant l'intention de pouvoir ensuite aider d'autres personnes à comprendre en fait le sens de leur souffrance, à comprendre le sens de leurs problématiques, de ce qu'ils vivaient. Et puis évidemment, bah, c'est ça qui est arrivé, hein, parce qu'après la vie, elle a très bien fait les choses. C'est-à-dire que comme j'avais compris le message, quand on vit une nuit noire de l'âme, c'est parce qu'on a un message à comprendre. Moi, le message, c'était t'es pas dans ton plus haut potentiel, t'es pas aligné à ta vérité, tu as besoin d'aller aider d'autres personnes. Et je le faisais pas avec un ego où je me disais je vais être dans le rôle de la sauveuse et tout, pas du tout. C'était plutôt je vais, euh, je vais aider en fait. Si je peux aider, je vais aider. Mais en fait, ce que je voulais surtout, c'était dénoncer les abus. Et je voulais surtout dénoncer aussi ben, la culture du viol et tout ça. Donc, tout ça, ça a juste été un grand, 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 grand cheminement personnel, spirituel. Et ça a été violent. C'est sûr que ce que j'ai vécu, c'était pas facile à vivre. J'ai perdu énormément dans cette histoire parce que, mais j'ai perdu, mais j'ai gagné énormément. Maintenant, je peux le dire, 5 ans plus tard, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est bizarre de dire ça, hein, mais j'aurais jamais pris conscience de tout le potentiel que j'avais si j'étais pas passée par cette étape extrême. Et on n'est pas tous obligés de passer par des souffrances extrêmes. Mais là, quand même, c'était pas la seule que j'avais vécue. Mais ça a été comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on va dire. Et, euh, et au fur et à mesure de mes études, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de cheminement sur moi. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à accepter les épreuves que j'avais vécues, puis à les sublimer, à les transcender, puis à me dire si je peux en faire quelque chose de magnifique pour pouvoir inspirer d'autres personnes à s'en sortir comme moi je l'ai fait, là je vais le faire. Je vais le faire. C'était mon but. Pour moi, c'était le but de mon âme, c'était de dire, c'était d'être un guide, en fait. C'était de pouvoir montrer qu'on peut se sortir de n'importe quelle étape, même la plus souffrante, même la plus violente, même la plus atroce. Non, c'est pas un passage obligé, Patricia. Vraiment pas. Ça dépend, en fait, de ton contrat d'âme avec toi-même, en fait. Quand tu décides de t'incarner, ça dépend de ce que ton âme a décidé de vivre. Il y a des âmes, elles n'ont pas besoin de vivre des choses atroces. Mais apparemment, bon, parce qu'après, évidemment, mes dons se sont ouverts. J'étais pas déjà médium. Je faisais pas de la canalisation comme je le fais maintenant. C'est plus j'ai travaillé sur moi, plus j'ai guéri mes blessures, plus j'ai mis de la lumière sur mes ombres, plus je suis devenue un canal. Et donc, j'ai pu transcender tout ça, puis j'ai pu le transformer, puis c'est maintenant mon rôle. Je ne souffre plus, moi. Maintenant, la souffrance, pour moi, c'est de la dualité. Euh, Ça ne veut pas dire que je me fais pas mal des fois ou qu'il n'y a pas des choses de la vie qui m'affectent. Mais je prends tout avec un grain de sel parce que je suis un guide qui s'est réincarné finalement pour venir aider les autres personnes à transcender leur histoire. Et en fait, les gens qui viennent me voir, en général, ils ne le savent pas. Mais ce sont des personnes qui ont vécu de l'abus ou des situations extrêmement difficiles, soit des enfances traumatisantes qui ont été normalisées. Donc, moi, c'était mon cas. J'ai vécu une enfance qui a été extrêmement traumatisante. Donc, comme ma psychologue, elle m'a diagnostiqué avec un syndrome de stress post-traumatique, elle m'a dit, mais toi, c'est trauma après trauma, après trauma, après trauma. J'en ai vécu, je ne sais pas combien en fait. Je me suis rendu compte dans mon cheminement personnel que j'avais banalisé toute la souffrance et toute la violence que j'avais vécue. Et le plus grand drame, en fait, de nos vies, souvent, c'est d'imaginer que ce qu'on vit, c'est normal. Mais si on nie notre souffrance, on est complètement à côté, on est en train de nier notre âme qui crie. Et notre âme, elle crie pour nous dire réveille-toi, réveille-toi, genre, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas dans les valeurs du cœur, dans les valeurs de l'amour inconditionnel, qui n'est pas dans la compassion. Euh,
pour atteindre le pardon et l'amour inconditionnel, il faut d'abord se le donner à soi. Ça a été long, hein. Je ne vais pas vous mentir, ça a pas j'ai pas décidé: «Ah oui, je sais que ce que j'ai à faire, c'est l'amour de soi». Ah oui, mais alors bonne chance, quoi, parce que c'est pas parce que tu me dis que tu as compris que tu vas te le donner, l'amour de soi. Je sais pas si ça vous parle, hein, mais l'amour de soi, c'est long, enfin pour moi, ça a été long avant de pouvoir s'aimer, de m'aimer telle que j'étais. En fait, au-delà de m'aimer, c'était vraiment de m'accepter avec toutes mes facettes, d'accepter inconditionnellement même toutes les expériences difficiles et douloureuses que j'avais vécues pour en faire quelque chose de plus beau. Parce que je me suis dit: «Bon, bah, quitte à être là, quitte à être sur terre». J'avais pas envie de me suicider, hein. Je trouvais ça très, très difficile d'être là, mais j'avais pas envie de de me suicider. J'avais voulu le faire quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais, entre 16 et 19 ans, là oui. Là oui, j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Mais, après 30 ans, j'ai jamais pensé que j'allais me suicider. Sauf, quand je me suis fait, parasiter par des entités, des présences noires, qui m'ont mis des idées noires en tête. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'en plus, quand on devient un canal, quand on est une personne hypersensible ouverte, on capte de tout et de n'importe quoi, puis des fois, on n'a pas la présence ou la capacité à comprendre ce qu'on capte. Et ben, moi, j'étais tellement ouverte à un moment donné, puis j'étais tellement vulnérable que je captais même des choses très négatives. Donc après, j'ai compris, en réintégrant mon âme dans mon corps, puis en réintégrant ma lumière et mon soi divin à l'intérieur de moi, il n'y a plus de place pour autre chose. Et c'est pas que je peux pas me faire parasiter, ça arrive encore bien sûr, surtout quand les énergies sont très très lourdes comme en ce moment. Donc on se fait parasiter beaucoup plus facilement qu'on le pense, surtout quand on est hypersensible. Ça ne veut pas dire que je le sais quand je suis parasitée, mais techniquement, si je suis très très fatiguée, que j'ai des idées un petit peu noires, je sais que je suis parasitée parce que je sais que c'est pas moi. Donc je fais des soins pour me déparasiter, je fais appel à des amis thérapeutes, chamans, etc., pour faire des soins en déparasitage, ou je m'en fais moi-même. Voilà, mais je fais régulièrement appel à d'autres personnes pour m'aider à rester dans ma lumière, parce que sinon c'est facile de tomber dans la spirale infernale. Et la nuit noire de l'âme, en fait, on est un peu dans une spirale infernale parce qu'on vit un petit peu tout comme si c'était l'enfer. À l'époque, bah, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'amis, j'étais toute seule dans un pays, bah, j'étais expatriée, hein, donc j'avais aucun repère, quoi, aucun repère. Et j'ai dû faire énormément confiance au peu de monde autour de moi qui me donnait des bons conseils, pour me faire prêter de l'argent, pour pouvoir me soigner, pour pouvoir me dire: «OK, je vais emprunter de l'argent à des gens qui veulent mon bien». Ça existe. Il n'y a pas que des gens qui me veulent du mal. Donc j'ai accepté de me faire prêter de l'argent, j'ai accepté de me faire donner de l'aide, pour, pouvoir me payer mes thérapies et me payer, mes formations. Et j'ai aucun regret. Au contraire, je suis, ravie d'avoir fait ces moves-là, même si ça me demandait de faire confiance, que j'allais ensuite être capable de générer assez d'argent pour rembourser ces personnes-là, ce que j'ai fait. J'ai toujours remboursé mes dettes, puis j'ai plus aucune dette maintenant et je suis complètement sur mon chemin de vie où j'ai largement assez d'argent pour vivre, alors qu'il y a 6 8 ans, je pensais que j'allais jamais m'en sortir, que financièrement ce serait toujours de la galère. Et puis maintenant, je vis plus cette galère-là. Mais c'est parce que j'ai vraiment actualisé mes croyances en rapport avec le fait d'être en vie sur Terre. Puis j'ai décidé de mener ma mission à bien, c'est-à-dire bah, une de mes missions. La première mission de tout le monde, c'est de vivre. Mission numéro un, mission de vie numéro un, c'est de vivre. Sinon, vous ne seriez pas incarné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on accepte de vivre pleinement, on se dit: «OK, maintenant, j'accepte de vivre». Donc, j'ai fait beaucoup de guérison autour de ça, autour de finalement, je suis pas totalement en vie, je fais encore de l'autodestruction, beaucoup d'autosabotage, j'avais un rapport au corps qui était destructeur.
Je fumais la cigarette, je buvais beaucoup d'alcool, je mangeais mal. Mon corps, c'était pas mon meilleur ami, hein. Maintenant, j'ai complètement changé. Bah, évidemment, je bois encore un peu d'alcool de temps en temps. Là. Je suis pas Miss Parfaite, là. Mais je le fais en conscience. Puis quand je le fais, c'est avec de bonnes intentions. Donc, voilà, j'ai changé. Ça prend un certain temps, des fois. Puis ça prend, en fait, de pouvoir se regarder en face. Ça demande d'être lucide et de mettre en lumière nos traumas, de mettre en lumière nos blessures et de leur donner beaucoup d'amour, de leur donner beaucoup de douceur, d'aller guérir notamment notre enfant intérieur, qui généralement c'est lui qui souffre en fait, hein. Notre âme, c'est un peu ce que moi j'appelle l'enfant intérieur. Donc voilà. Je vais lire un peu les commentaires. Nicole, tu nous dis on est tous différents, mais en même temps, c'est fou comme on peut vivre plus de similitudes et se magnétiser maintenant. Et oui, exactement, parce qu'en fait, la beauté des choses, c'est que plus on se libère de nos traumas, puis plus on se libère de nos blessures, plus notre lumière, elle s'amplifie, et plus on attire de manière magnétique, là, je ne fais pas d'effort, on attire magnétiquement les bonnes relations, que ce soit les relations amicales, que ce soit les relations amoureuses, les relations professionnelles aussi, mes clientes. Les clientes, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour les appeler, j'ai pas besoin de faire d'efforts pour les faire venir. Elles me voient, leur âme va peut-être dire j'ai besoin d'être en contact avec elle un peu, puis au bout d'un moment, elles savent que c'est par moi qu'il faut qu'elles passent pour avoir le déclic dont elles ont besoin pour passer à un autre niveau. Mais je fais pas, enfin, je fais pas. Oui, j'ai fait des lancements et tout ça, mais j'ai pas besoin de faire tant d'efforts que ça parce que je suis à ma place. Je reste, je suis alignée. Puis moi, j'ai une intégrité qui est très très forte en fait. Je ferai pas quelque chose qui est pas éthique, que je ne sens pas qui est pas éthique. Parce que j'ai vécu trop de souffrances, trop de traumas à cause d'abus de pouvoir. J'ai tellement transcendé l'abus de pouvoir que je ne ferai pas d'abus de pouvoir sur les autres. Donc, je ne peux pas. Je suis sortie du mode victime, mais je reprends ma responsabilité à 100% et j'amène mes clients à retrouver la leur, à reprendre le pouvoir sur leur vie. Parce que finalement, c'est ça aussi, c'est de se rendre compte à quel point on est créateur de notre vie et que quand on retourne dans un chemin de connexion à l'âme, de connexion à notre essence, on se rappelle que finalement, tout ça n'était pas dû au hasard. Je me suis donné beaucoup de compassion de m'être dit, punaise, Lucie, tu avais besoin de passer par une enfance traumatisante, par des deuils atroces, puis par notamment cette expérience-là en 2016. Je me suis donné énormément de compassion puis d'amour là-dedans. Je me suis dit, c'est pas tout le monde qui est capable de vivre ça. J'ai trouvé que mon âme, elle était courageuse, puis je l'assume en fait maintenant. Je me dis, c'est pas tout le monde, mais quand on vit tout ça, il faut se dire que notre âme, elle est courageuse d'être là, qu'elle a choisi un chemin courageux. C'est un chemin de leadership. C'est un chemin de. Je vais rentrer dans l'expérience de l'incarnation intense. Et c'est un chemin, l'incarnation sur Terre, c'est un chemin d'évolution ultra rapide, beaucoup plus rapide que sur les autres plans et dans les autres dimensions. Donc, si on vit tout ça maintenant, c'est pour grandir, c'est pour évoluer spirituellement. Et on grandit d'un point de vue humain aussi, évidemment, parce que je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans. Je n'ai pas le même niveau de conscience et il y a plein de choses que je fais maintenant sans aucun problème, alors qu'avant, j'étais terrorisée de le faire. Genre des lives sur les réseaux sociaux. Ça fait pas si longtemps que j'en fais. Ça doit faire 1 an et demi maintenant, en fait, depuis le début du confinement, du premier confinement, où je me suis dit, bon, bah là, il va falloir que je me montre un petit peu, sinon ça ne marchera pas. Mais j'ai transcendé ma peur d'être visible, j'ai transcendé ma peur du jugement, j'ai transcendé mon syndrome de l'imposteur. Maintenant, je fais tout ça avec joie. Je le fais plus en ayant peur, je le fais en étant dans la joie de pouvoir aider d'autres personnes et de vivre ma vie de la manière la plus responsable possible, consciente et responsable. C'est vraiment la conscience, moi, qui me guide. Hein. C'est pas. Chaque expérience est une opportunité d'expansion, une opportunité d'ouverture, une opportunité d'ouvrir ma conscience, de voir quelque chose de plus grand,
de connecter avec d'autres êtres, de connecter. Nicole, oui, moi aussi j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir rencontré et puis en fait de vous avoir attiré. Beaucoup de gratitude pour ça. Isa, mon parcours de vie initiatique ressemble vraiment au tien, hypersensibilité, succession de trauma, mémoire de l'âme. Ben voilà, tu comprends maintenant. Alors, ça se ressemble, ça ne veut pas dire que tu en feras exactement la même chose que moi, mais c'est certain que si tu trouves des similitudes dans mon parcours, il y a peut-être quelque chose que tu peux en tirer, en bénéficier aujourd'hui pour toi, pour te sortir de cette mémoire de l'âme-là. Puis la première chose que j'ai à te dire vraiment, c'est beaucoup de douceur et de compassion pour toi, de te donner l'amour que tu aurais voulu qu'on te donne ou que tu voudrais qu'on te donne maintenant, d'être ta propre mère, d'être ta meilleure amie, d'être la personne qui va tout te donner sans concession, sans compromis. C'est vraiment beaucoup d'amour. C'est un chemin d'amour à soi. Hein, le mot âme, le mot amour, ça commence par le mot âme. C'est une reconnexion à notre âme, l'amour. C'est une reconnexion à notre essence divine. Et, et comme Patricia le demandait, je ne crois pas qu'on soit obligé de tous passer par des expériences initiatiques aussi souffrantes que celles que j'ai vécues ou celles que Lisa ou Patricia. Je ne crois pas qu'on soit obligé de passer par là. On peut comprendre ce qu'on a à comprendre, notre raison d'être par d'autres biais. Et puis chacun son expérience de vie, en fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Je ne crois pas à la chance. Je ne crois pas qu'on est chanceux quand on vit pas de trauma ou quoi que ce soit. Moi, je me trouve chanceuse, en fait. Là aujourd'hui, je me trouve chanceuse parce que j'ai eu cette conscience de vouloir aller chercher au-delà de la souffrance. Donc ma chance, je l'ai créée dans ce sens-là. J'aurais pu tout abandonner puis décider de me suicider, mais je ne l'ai pas fait. Donc si je suis encore là, je me dis autant que mon être, que ma vie puisse servir à d'autres personnes. Dans le sens où, pas que je me sacrifie, pas du tout, parce que j'ai une notion d'honorer le plus possible ma vie aujourd'hui d'humaine. Et en m'honorant, je peux éclairer le chemin des autres. Fanny, je vais te lire. Dans mon cas, je suis passée par une phase de défi des plans supérieurs. J'ai voulu faire un pari avec eux sur le fait qu'ils présumaient de ma capacité à surmonter tout ça et que je pouvais aussi tout lâcher. Mais je ne suis pas allée au bout de l'acte. Et c'est là que l'éveil est arrivé. Oui, moi je comprends. On m'a dit par la suite, en fait, mon ami Romain, que vous connaissez probablement parce qu'il a fait au moins 2 ou 3 lives avec moi. Mon ami Romain, on discutait, puis il m'a dit, mais toi, tu as choisi des expériences que tu n'avais pas demandées à la base. Je lui dis, mais comment ça? Il me fait, tu avais un plan d'incarnation, tu avais un plan de match en disant, moi, je veux vivre ça, 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 ça. Puis toutes ces expériences-là vont m'aider à m'éveiller. Donc, notamment, parmi les expériences que j'avais choisi de vivre, c'était la mort de ma meilleure amie. Ça, c'était ma première expérience que mon âme et l'âme de ma meilleure amie avaient choisi de vivre. C'est un contrat d'âme qu'on avait. Elle allait me faire vivre ça pour m'éveiller. Bon, évidemment, en le faisant, elle n'a pas juste contribué à mon éveil, elle a contribué à l'éveil de plein de monde autour d'elle. Sa mère, puis d'autres personnes. Mais ça a été un des premières choses que j'ai sur ma liste, en fait. Puis il y a d'autres choses qui apparemment n'avaient pas été prévues initialement, mais que j'ai décidé que j'allais en prendre plus. Comme mon agression, probablement en 2016, ça, je n'avais pas vraiment décidé. Ça c'est arrivé, mais ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Donc, c'était une initiation spontanée, on va dire, ma sortie de corps. Probablement que je m'étais dit que j'allais vivre une sortie de corps pour comprendre ce que c'était que l'âme, mais je ne pensais pas que j'allais le vivre de cette façon-là. Honnêtement, non. Puis ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que j'ai perdu le fil. Oui, ça arrive, hein. J'ai perdu le fil. Peut-être que j'ai plus rien à dire de particulier par rapport à ça. Mais voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre
Qu'est-ce que c'est que la nuit noire de l'âme? On n'est pas obligé de la traverser pour avoir un éveil spirituel, puis pour vivre sa mission de vie, pour vivre sa raison d'être. J'aime mieux le mot raison d'être que mission de vie, parce que mission de vie, c'est comme si il y avait trop de pression, puis qu'en gros, si, si tu ne vis pas ta mission de vie, tu rates ta vie. Non, c'est pas ça. En fait, c'est retrouver sa raison d'être, retrouver un sens, c'est trouver le sens de mon incarnation. Donc, le sens de mon incarnation, moi, c'est de vivre, comme je le disais tantôt, de vivre et d'être moi-même, d'être authentique, parce que j'avais mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de masques pour plaire. Donc, quand j'ai arrêté de mettre des masques, puis que je me suis dévoilée dans ma pleine authenticité, comme je suis maintenant, ben voilà, ça donne des trucs très spontanés, beaucoup d'improvisation, mais ça fait partie de mon chemin d'âme, de ma raison d'être. C'est-à-dire que moi, je porte les codes de l'authenticité. Je porte les codes de la vérité, de la recherche de vérité. Je porte les codes de l'intégrité. Parce que pour moi, parce que j'ai vécu beaucoup d'abus de pouvoir, pour moi, c'est très important de retrouver le sien, en fait, de retrouver son propre pouvoir. Des fois, ça passe par aller voir des thérapeutes et d'aller voir des personnes qui vont nous aider. De retrouver son pouvoir, ça passe par là aussi. Hein. C'est pas parce qu'on va se faire coacher ou parce qu'on va voir un thérapeute qu'on remet son pouvoir. Pas du tout. On peut se faire coacher en étant dans son plein pouvoir. Moi, je me fais régulièrement coacher. Je me fais coacher, j'ai des thérapeutes, mais est-ce que je leur donne tout mon pouvoir? Pas du tout. J'ai besoin d'eux pour qu'ils me donnent des clés, des perspectives sur certaines problématiques que j'ai, sur certaines problématiques que j'ai. Et mon pouvoir, il est dans qu'est-ce que j'en fais maintenant. Je leur donne pas, je leur donne pas les clés de ma guérison. Non. Moi, pour me guérir, pour me transcender mes expériences, qu'est-ce que je fais à partir de ce que eux ils ont mis en lumière? Qu'est-ce que eux ils ont vu chez moi que je peux maintenant faire évoluer? Je me fais régulièrement coacher toutes les semaines. Toutes les semaines, je me fais coacher, puis j'ai des thérapeutes, toutes sortes de thérapeutes d'ailleurs. Il n'y a pas juste une sorte de thérapie. Voilà, je me fais coacher en kinésiologie, je me fais coacher dans mon entreprise. L'entrepreneuriat, c'est un énorme moyen d'évolution. Hein. C'est à travers, quand j'ai décidé que j'allais arrêter d'être salariée, puis que j'ai décidé que j'allais monter mon cabinet ou mon entreprise, euh, ça a été un grand chemin d'évolution. Un grand, grand chemin d'évolution. J'ai transcendé beaucoup de trucs là-dedans. Donc, si vous êtes amené à devenir entrepreneur ou à lancer votre activité professionnelle, sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir des expériences extrêmement difficiles dans votre vie. Ça peut être juste le fait de lancer votre entreprise. C'est assez difficile, on ne va pas se le cacher. C'est assez difficile, on passe par plein de trucs. Donc, je me fais coacher toutes les semaines pour ça. Puis, j'ai plein d'amis thérapeutes, médium, en hypnose. Je me fais suivre en hypnose parce que moi, j'adore l'hypnose. Pour faire l'hypnose de régression spirituelle ou l'hypnose de reprogrammation. J'ai fait beaucoup ça par moi-même. Maintenant, j'en ai moins besoin, mais par contre, j'accompagne pas mal de mes clients en hypnose de régression et en reprogrammation. Mais la régression spirituelle, ou le voyage multidimensionnel, comme j'aime bien l'appeler, souvent c'est un chemin direct pour aller parler à notre soi divin, à notre âme, à notre essence, à notre supérieur, à nos guides, à d'autres âmes qu'on a rencontrées dans d'autres vies. Ça nous permet aussi d'aller voir les autres vies qu'on a vécues, puis de comprendre les défis, les leçons de cette incarnation-là. Moi, l'hypnose m'a énormément aidée. Sans l'hypnose, je n'aurais pas compris toutes les autres vies que j'avais vécues avec des thématiques similaires. Donc, parce que c'est pas la première fois que je vis ça, mais on arrive à un moment donné à comprendre. Puis quand on comprend, quand on met de la lumière, ça nous permet de pacifier notre relation à soi, puis notre relation à la vie. Donc voilà, j'aurais eu tellement d'autres choses à vous dire sur ce sujet, mais il est déjà 13h33 au Québec et moi je rejoins dans 50 minutes mon ami Jacinthe Perrier avec qui je vais faire un live dans son groupe Magic Moon. Pour ses abonnés du cercle Magic Moon, je donne un soin vibratoire
Un peu comme j'ai donné au reset énergétique. Si vous étiez là le 21 mai, j'ai donné un reset énergétique. Je vais faire un peu la même chose, mais ce sera toujours différent parce que je vais canaliser. Donc, dans le moment, je ne sais jamais ce qui va se passer. Mais voilà. Donc, je vais me préparer pour cet événement-là. Puis, on se rejoint lundi prochain. J'espère que vous serez là nombreux, nombreuses aussi. Mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que ça a réveillé. Voilà, même si vous m'écoutez en replay, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de voir votre cheminement. Si vous avez envie de participer à Liberté Magie, parce que vous n'y êtes pas déjà, bah, écrivez-moi, puis on prend un rendez-vous pour s'appeler. Si vous voulez savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, écrivez-moi, puis on va s'appeler. Je propose des appels gratuits à tout le monde. Et puis, pour les personnes qui sont déjà dans Liberté Magie, je vous fais un grand bisou du cœur. On se voit vendredi après-midi dans notre cercle à nous. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver, bien sûr. Donc, on se voit vendredi pour vous et la semaine prochaine pour les autres. Puis d'ici là, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter si vous avez besoin de plus de soutien, plus d'accompagnement. Alors, merci Nicole, un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé avec moi en live et à toutes les personnes qui vont regarder en différé aussi. Bisous ici et à très très vite. Merci d'être là.